Déjà 5 Grands Prix ont été couverts en cette saison 2025 de Formule 1, et il est clair, cette dernière entre dans une nouvelle ère. L'orange Verstappen est désormais supplanté par le orange McLaren, qui semble au-dessus de la mêlée. Mais de manière générale, le tableau que nous offre la Formule 1 pour les 75 ans du championnat du monde est assez varié. Entre lutte intense, plateau resserré, Grand Prix faussement inintéressant et pansement sur pansement, avec un potentiel suspense pour la victoire. Regardons ça. Australie, Chine, Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite, 5 Grands Prix et 5 philosophies différentes, et les conclusions qu'on peut en tirer sont intéressantes. La F1 est-elle chiante? L'éternelle question, et croyez-moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. En Australie, la pluie nous a offert une ouverture du championnat vraiment intéressante et palpitante. Les erreurs, la tension, la difficulté d'évoluer sur une piste de base difficile nous a donné une course franchement intéressante. En Chine, c'était déjà plus calme, même si nous avons eu quelques dépassements et une belle histoire le samedi en sprint avec la victoire de Lewis Hamilton sous ses nouvelles couleurs. Le Japon, apparemment, c'était une purge. Vraiment? On va y revenir. Bahreïn était au final fidèle à lui-même, circuit complet où la hiérarchie s'est quelque part confirmée, car c'est une piste maîtrisée par toutes les équipes, et la course était plutôt sympa. Et enfin, Jeddah, c'était plus calme qu'à l'accoutumée, mais il y avait de l'intérêt à plusieurs niveaux de la course, même si cette dernière était encore stéréotypée. Faisons le bilan de la physionomie actuelle des Grands Prix. En soi, la tendance est similaire aux 2 dernières années, mais vu qu'on arrive au bout d'une réglementation, les écarts sont plus serrés, et quand c'est plus serré, c'est plus difficile de dépasser. Donc actuellement, la qualification a pris une place assez importante dans le dénouement d'un Grand Prix. La réglementation 2022 a mis l'accent sur une nouvelle philosophie aérodynamique, censée endiguer le phénomène du dirty air. Les perturbations aérodynamiques qui rendent difficile le fait de suivre une autre voiture. En simplifiant le dessus de la voiture et en mettant l'accent sur le dessous avec des F1 à effet de sol. Moins de perturbations, mais le fait est que c'est toujours difficile. Mieux que lors de l'ancien règlement, mais toujours difficile. Et ouais, les voitures sont trop efficaces aérodynamiquement, trop pointues. Mais ce n'est pas le seul effet pervers qui rend les courses frustrantes malgré un plateau tellement resserré. Les pneus et leurs fenêtres d'utilisation, l'efficacité des freins réduisant les marges de manœuvre pour attaquer, la taille des monoplaces et leur stabilité n'aident pas. Bilan assez similaire, et on est à nouveau confronté à cette question. La F1 est-elle chiante? Ça fait partie des enseignements de ce début de saison. Oui, parfois ça ne double pas, mais vous savez quoi? Ça a toujours été comme ça. Se dépasser en sport automobile n'est pas chose aisée en général, encore plus quand les performances sont similaires. Bien sûr, on aimerait que chaque week-end, les pilotes se doublent et se redoublent, mais parfois, ça se passe pas comme ça et les dépassements sont rares. Alors, le spectacle est moins évident, mais pas pour autant absent, et c'est le cas cette année. Jamais les écarts entre les monoplaces n'ont été aussi serrés, et ça se joue donc au détail. Alors oui, c'est moins hollywoodien, mais sur le plan sportif, c'est hyper intéressant. Quand la moindre petite erreur est sévèrement sanctionnée par la proximité de ses adversaires, il y a une forme de tension naturelle. Quand 3 voitures passent 300 km roue dans roue, sans se doubler, certes, mais sans se lâcher, il y a un truc. Et je préfère voir une course comme Suzuka où le sportif est tellement serré qu'une course où s'enchaînent les dépassements au DRS. Principal artifice qui permet de dire « Hey, ça s'est doublé aujourd'hui ». Ouais, vous connaissez mon point de vue sur cet outil. Ce n'est pas ce que je préfère, loin de là. Ce n'est pas du pilotage, il n'y a pas de sens ou d'intelligence d'attaque. C'est regrettable. Aussi, la F1 s'est mise à réfléchir du côté des pneus avec des gommes plus tendres, se dégradant donc plus vite pour avoir un arrêt de plus. Parce que le dépassement par la voie des stands, c'est tellement plus populaire. Mais si on veut être optimiste, on a pu remarquer cette saison encore des phases vraiment intéressantes dans les batailles. Alors bien sûr, la pluie, mais c'est aléatoire. Prenons les enchaînements du premier secteur en Chine, ou même mieux, le premier secteur de Bahreïn. Alors oui, il y a l'aide du DRS, mais l'avantage qu'offrent ces enchaînements, c'est la possibilité de varier ses trajectoires. Le droite, suivi du gauche en accélération, permet au pilote d'attaquer et surtout de se défendre. Il faudrait donc plus d'enchaînements comme ça. Le premier virage de Zandvoort permet ce genre de choses, et ça rend les dépassements plus authentiques, car ils dépendent davantage des pilotes. Bref, il y a une faille à exploiter. Concernant Suzuka, circuit vraiment critiqué, je suis à peu près sûr que tous les pilotes s'opposeraient à sa suppression du calendrier pour manque de spectacle, tant le circuit est intéressant du point de vue du pilotage.
Bref, maintenant, si on est utopiste, qu'est-ce qui donnerait plus de spectacle? Parce que c'est tellement serré que si on donnait plus de cartes aux pilotes pour s'exprimer, le spectacle ne serait que meilleur. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, plus c'est serré, plus c'est difficile de faire la différence. Après, parmi les choses que la Formule 1 pourrait faire évoluer, ce serait quelques règlements stupides. Comme vous savez, le règlement de si je suis premier à la corde, j'ai droit de vie ou de mort sur celui qui est à côté de moi. Voilà, c'est ce qu'on a vu à Jeddah avec Piastri et Verstappen, hein, donc c'est un petit peu débile comme règlement. Ça englobe, c'est une généralité et la plupart du temps c'est faux, quoi. C'est emballé le bon sens, mais au moins c'est sûr on peut dire ça à chaque fois. Mais c'est débile. Je pense que la règle devrait être, mon point de vue, hein, que si tu as un pilote à côté de toi, tu laisses de la place. Là je pense qu'on aurait quelques manœuvres intéressantes. Bon, forcément des voitures plus petites, moins lourdes et surtout moins efficaces aérodynamiquement. Tout cela permettrait d'agrandir la fenêtre d'utilisation des pneus, mais aussi des voitures moins stables pour donner plus d'importance aux pilotes et des phases de freinage plus longues leur permettraient, là aussi, de faire la différence. Mais même avec cette formule, certains grands prix resteraient chiants, c'est le sport qui veut ça. C'est le cas dans d'autres sports, parfois, t'as des matchs où il ne se passe rien. Bref, un retour du V10 pourrait permettre d'aller dans la bonne direction techniquement. Des moteurs plus simples, plus petits, qui permettraient d'affiner les voitures. Et a priori, un retour du V10 semble mal parti. Ouais, paraître éco-responsable est tellement plus important. Bref, tout ça pour dire que la F1 de 2025 n'est pas si chiante que ça. C'est très serré et l'évolution potentielle de la hiérarchie et les différents enjeux à différents niveaux du plateau donnent de l'espoir pour la suite du championnat. Et surtout, nous avons une potentielle lutte pour le titre, et ça, on ne va pas s'en plaindre. Commençons par les meneurs. On les attendait en favoris et ils ont répondu présent. McLaren, champion des constructeurs en 2024, les papayes ont confirmé très vite avec une voiture au-dessus de la mêlée, mais qui semble, après 5 grands prix, prenable par la concurrence. Depuis 2023, McLaren est une référence en termes de développement. Ce dernier leur a permis d'intégrer le groupe des top teams et de devenir la référence, mais comme dit dans les vidéos de présentation des monoplaces avant le lancement de la saison, gagner, ça s'apprend. Nombreuses ont été les erreurs commises par le muret de Woking durant l'année 2024, et si les Grands Prix d'Abu Dhabi l'an passé et d'Australie cette année nous ont laissé croire que les papayes étaient devenus de véritables gagnants, force est de constater qu'il y a encore quelques lacunes. Ils ont 2 très bons pilotes, mais ils sont tellement soucieux de vouloir les traiter avec égalité qu'ils s'interdisent même de tenter des manœuvres qui leur permettraient d'aller chercher une victoire. Bien sûr, je parle du Japon, sans oublier une faiblesse stratégique lors de l'arrêt de Norris. Dommage, et encore une fois, c'est Verstappen qui a gagné. Heureusement, c'est un cas isolé. Avec l'avantage matériel qu'ils ont actuellement, il est possible que les papayes ne paient pas le prix fort de leur politique, mais si la concurrence se rapproche, il faudra peut-être oser imposer à leurs pilotes des consignes. Non pas que j'aime les consignes d'équipe, mais si ces dernières sont prises dans le but de renverser un Grand Prix à son avantage, personne ne leur en voudra. Le truc, c'est qu'avec Norris et Piastri, McLaren a potentiellement des ennuis. Arrivant en 2023 avec une belle cote, Oscar a vite montré de très belles choses dans sa première année dans l'élite. Ces dernières se sont confirmées en 2024, même s'il lui manquait encore de la performance. L'an dernier, Norris était régulièrement au-dessus en termes de rythme pur, mais Piastri semblait dans l'attitude davantage prêt à gagner. Il lui fallait juste combler ce petit écart de performance, et ça faisait partie des grands enjeux de la saison 2025. Zak Brown a dit qu'on entrait dans l'ère Norris, mais je ne suis pas si sûr que ça, car après 5 courses, Piastri semble avoir comblé son retard. La preuve, 3 victoires contre 1 pour Norris, et l'Australien trône au sommet du classement. Plus consciencieux, plus froid, et maintenant quasiment ou tout aussi rapide que son équipier. Seul bémol de sa saison, son erreur chez lui en Australie qui lui a fait perdre un podium. Mais très vite, Oscar a recollé au championnat et semble prendre l'ascendant sur un Norris fébrile. S'il ne voulait pas devenir un numéro 2, Piastri se devait de franchir ce cap. Maintenant, il faut tenir sur les 19 prochains Grands Prix. Car oui, Norris plafonne. À l'image de son équipe, il semblait plus solide après Abu Dhabi et Melbourne. 2 courses où l'anglais semblait impérial, mais ce début de saison 2025 n'est finalement pas à son avantage. Il commet toujours des erreurs, les mêmes, notamment en qualification qui lui coûtent cher, et surtout, mentalement, il ne semble pas prêt, trop fébrile. Dans l'état actuel, il est un prétendant au titre assez faible. Son attitude alarmiste après la qualif de Bahreïn et tout simplement pendant le week-end de Bahreïn était assez inquiétante, même si ça allait mieux à Jeddah, mais c'est là. Alors ok, il ne veut pas être le méchant de l'histoire et en soi, c'est tout à son honneur, mais il n'est pas nécessaire d'être méchant pour gagner des titres. Button, Hakkinen, Hamilton. Je me limite aux plus récents car les Fangio, Stewart ou Clark n'évoluaient pas dans un contexte similaire.
Mais le point commun de tous les champions du monde, ce n'est pas la méchanceté, non, c'est l'intransigeance, et Piastri le fait, il s'impose. Norris est très rapide, on le sait, il n'est pas totalement à l'aise avec sa McLaren, certes, mais il doit trouver un moyen de contrer Piastri qui semble être le favori pour le titre de 2025. Et quelque part, ça me ferait chier que le Norris d'aujourd'hui soit champion du monde. Ouais, c'est comme si Irvine avait remporté le titre de 99. Vous voyez ce que je veux dire? Affaire à suivre. Qui pour contrer McLaren? Après 5 Grands Prix, quelques noms s'avancent et si les papayes ont toujours l'avantage, ce dernier est assez faible et pourrait être comblé. Maintenant, le problème, c'est qu'on est à l'aube d'une révolution technique et les équipes vont vite devoir concentrer leurs ressources sur le développement de leur prochaine voiture. Ce qui veut dire que les monoplaces de 2025 n'auront pas autant d'attention que leurs devancières. Et c'est peut-être un aspect qui va limiter la concurrence, et donc l'avantage qu'a McLaren aujourd'hui est précieux. Mais derrière, en principal challenger, nous avons Mercedes qui avec George Russell répond présent à chaque Grand Prix. Même si Jeddah était un petit peu moins bien. Bref, je trouve le cas Russell énigmatique. De telles performances de la part du Britannique ne sont ni nouvelles, ni étonnantes. On le sait depuis l'époque Williams que George est un sérieux client, un pilote complet qui a très vite challengé Lewis Hamilton chez Mercedes. Certes, sa saison 2023 était un petit peu décevante, mais il s'est très bien rattrapé en 2024, prenant le leadership en interne, portant l'équipe en termes de performance et 2025 est dans la continuité directe. Il ne fait pas d'erreur, maximise sa performance et est toujours en embuscade. Pour moi, il fait partie des prétendants au titre potentiels. Et pourtant, il semble avoir encore quelques doutes autour de lui, comme s'il n'avait pas encore convaincu sur tous les plans. Honnêtement, j'ai du mal à voir ce qu'il manque. Peut-être de prestations hors du commun comme le faisait jadis son ancien équipier, ou comme le fait Verstappen régulièrement. Peut-être, mais je ne trouve pas ça nécessaire. Encore qu'il y a Spa 2024, ok, il a été disqualifié, mais quand même quoi, il a fait une sacrée performance. Il a pris la course à son compte. La place de Russell dans un top team n'est plus approuvée, et pourtant, il n'a toujours pas de contrat pour 2026. Menacé par Max Verstappen? Oui, c'est le seul qui pourrait menacer Russell chez Mercedes, et c'est une question qui va animer la suite de la saison. Aux côtés de Glorio George, c'est donc Andrea Kimi Antonelli, aka, et je dois dire que l'Italien fait du bon travail. Si son résultat en Australie a été embelli par les circonstances de course, ça reste une belle prestation, particulièrement dans ces conditions. Le jeune homme nourrit beaucoup d'espoir et des performances comme à Suzuka, où il matchait son équipier sur un circuit difficile, justifient déjà la prise de risque de Wolff. aka a encore du chemin à parcourir pour être complet, et il a encore beaucoup à apprendre, mais clairement, il est en train de faire sa place. Discrètement, mais efficacement, et j'ai hâte de le voir évoluer durant l'année. Voyons voir où il en sera après 15 courses. Parlons de Ferrari qui, dans la sphère des top teams, parvient à mêler déception et optimisme. Après une belle fin de saison 2024, on s'attendait à voir les rouges plus en forme. Mais ces derniers ont tout changé sur la monoplace. Une prise de risque nécessaire pour matcher les performances de la McLaren et qui traduit toute l'ambition de la Scuderia. Et si c'est prometteur, il y a un léger retard à l'allumage qui était assez prévisible. La F1 c'est infiniment complexe et il faut du temps aux ingénieurs pour comprendre la voiture et en extraire toute la performance. Ferrari en prend le chemin et chaque Grand Prix est meilleur que le précédent. Alors, ce qui est dommage, c'est que ce retard à l'allumage brise l'élan historique de l'arrivée de Lewis Hamilton en rouge. C'est fou à quel point la hype s'est calmée après 2-3 Grands Prix, et ce, malgré sa victoire à Shanghai en sprint. En Chine, le septuple champion du monde nous a rappelé qu'il était encore présent et a fait parler son expérience. Il a juste besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle monture et à son nouvel environnement. De tels débuts étaient prévisibles, on ne gagne pas dans un nouvel univers comme ça en claquant des doigts. Même si on a vu ressurgir quelques lacunes visibles chez Mercedes, notamment en qualification, on lui pardonne et on lui laisse du temps. Mais par son aura et son palmarès, il va vite falloir convaincre. Mais il faut dire qu'après Jeddah, ça ne respire pas l'optimisme du côté du Britannique. Ferrari a du travail et si ses 2 premiers Grands Prix de la saison n'étaient pas excellents, Charles Leclerc semble avoir retrouvé sa dynamique de 2024. Maximisant ses résultats au Japon, à Bahreïn et à Jeddah, le Monégasque est bien sûr déçu de ne toujours pas pouvoir jouer la victoire, mais à l'image d'un Russell ou d'un Verstappen, il arrive à maximiser ses week-ends et c'est essentiel. La saison est longue, alors il faut prendre tous les points possibles. En soi, après 5 Grands Prix, comme Russell, Leclerc est à sa place. Hop, Red Bull. Enfin, y a-t-il encore Red Bull? Ou n'est-ce pas simplement Verstappen? On sent le vent tourner à Milton Keynes depuis l'an passé. Peu à peu, l'équipe qui dominait a chuté et la situation est aujourd'hui critique.
Si le désormais quadruple champion du monde nous montre toujours Grand Prix après Grand Prix qu'il ne faut pas l'enterrer, en témoigne Suzuka où il a donné une leçon à ses adversaires et à Jeddah où il a sorti un tour d'anthologie, la quête d'un 5e titre semble compromise. Le néerlandais pourrait même aller voir ailleurs, ce qui contribuerait encore davantage à la chute de Red Bull. Et ouais, Verstappen c'est l'élément fort de l'équipe, presque le seul élément positif. Personnellement, je m'attendais à ce que Red Bull change sa politique envers le second pilote, et je pensais que Lawson allait mieux s'en sortir que ses prédécesseurs. Ce n'est malheureusement pas le cas, et le néo-zélandais a donc été remplacé par Yuki Tsunoda, qui semble un petit peu mieux s'en sortir. Une promotion méritée pour le japonais, impressionnant avec la Racing Bull en début de championnat, mais ces difficultés ne font que confirmer à quel point Red Bull n'y arrive pas. Ils ont perdu le championnat constructeur et pourraient bien perdre le championnat pilote. Et leur pilote. Ouais, on comprend la réunion de crise, et les résultats fluctuants témoignent de l'incompréhension dans laquelle se trouve l'équipe. Sachant que l'an prochain, ils ne seront plus avec Honda, mais avec Ford, qui revient en F1. Et donc un nouveau moteur, et il faudra du temps pour le mettre au point et le rendre performant. Bref, c'est loin d'être calme chez Red Bull. C'est à se demander si la voiture sœur ne serait pas meilleure pour ses pilotes. Une telle débandade est très surprenante, et il est difficile de prévoir où sera Red Bull dans 3, 6 ou 12 mois. Verstappen sera-t-il encore de la partie? Irait-il chez Mercedes? Chez Aston Martin? Chez Ferrari? En année sabbatique? Tellement de questions, mais malgré les difficultés, je n'enterre toujours pas Verstappen pour championnat. Suzuka et Jeddah en arguments principaux. L'un des aspects les plus intéressants du championnat 2025, c'est le midfield. Williams, Haas, Alpine et Racing Bulls qui se battent pour la 5e place du championnat constructeur. Commençons par Williams qui affiche de très belles choses. En soi, ce n'est pas tant surprenant. L'an passé, l'écurie de Grove a réussi à bien développer sa voiture et à la rendre vraiment compétitive aux alentours de Bakou. Malheureusement, de trop nombreux crashs ont tué leur progression et nous n'en avons presque rien vu. Williams devait reprendre là où ils en étaient et il faut croire que c'est réussi. La voiture semble bien née, a de bonnes capacités sur tout type de tracé et confirme donc la bonne dynamique prise par l'équipe qui tend à retrouver sa place au sommet. Jamais depuis longtemps, l'écurie de Grove n'avait semblé aussi solide. En profondeur, j'entends. L'arrivée de Sainz le confirme, même si l'Espagnol a connu des difficultés assez logiques. Un environnement bien différent de Ferrari, et le quadruple vainqueur de Grand Prix a dû faire le dos rond, avant de, semble-t-il, passer un cap entre Bahreïn et Jeddah. Laissons-lui encore un petit peu de temps, mais comme Hamilton, il faudra donner des réponses très vite, mais il est en train d'y parvenir. Surtout qu'à ses côtés, Albon impressionne. L'arrivée de l'Espagnol aux côtés du Thaïlandais sert de référence pour juger concrètement le pensionnaire de Williams depuis 2022. Sa première véritable comparaison en somme, et ce que nous voyons depuis le début de saison est rassurant. J'ai l'impression que l'arrivée de Sainz a donné un petit coup de pied aux fesses d'Albon, et c'est tant mieux. Sa performance est bonne, et son opportunisme de l'Australie est particulièrement intéressant, même si lors des 2 dernières courses, Sainz a pris le dessus. Bref, de quoi être enthousiaste en voyant Williams. Maintenant, il faut que ça dure, même si l'échéance de 2026 est une priorité pour l'équipe de James Vowles. Autre équipe enthousiasmante, Racing Bulls avec un surprenant Isaac Hadjar. Isaac impressionne dans ce début de saison et a très vite fait oublier sa bévue du Tour de Chauffe à Melbourne. Très vite, très proche de Tsunoda, le français s'accommode pour le moment plutôt bien à la Formule 1 et à l'écurie de Faenza. Il arrive à extraire de superbes performances, notamment en qualification, et pilote avec intelligence. Bref, Hadjar fait partie des très bonnes surprises de la saison. Si son équipe n'a pas tout maximisé, laissant à la concurrence des points précieux, le français peut jouer les troubles faits dans le peloton et se placer comme une carte d'avenir. Il faut maintenir son niveau de jeu car la saison est longue. Si ces points de Suzuka sont forcément un moment fort, je trouve sa performance de Jeddah encore plus convaincante, car le français a renversé à son avantage une situation délicate. Prometteur. Puis désormais avec Lawson à ses côtés, il est important qu'Hadjar devance le néo-zélandais. Les attentes en interne sont donc un poil plus élevées pour le français. Pour Liam, il s'agit maintenant de se reconstruire et de retrouver sa performance, et peut-être même de sauver sa carrière. L'affront de Red Bull fait mal, mais à force, difficile d'en tenir rigueur au pilote de la deuxième voiture. Comme Gasly, Albon ou Perez avant lui, Lawson s'est cassé les dents dans une écurie très spéciale. À voir s'il peut rebondir. De manière générale, Racing Bulls démontre de belles choses. On ne s'attendait pas à voir cette équipe aussi en forme. Reste à voir sur l'ensemble de la saison. Parlons de Haas qui après une belle campagne 2024 nous a fait bien peur en Australie et subit encore les effets. Mais ce qui est rassurant, c'est que les problèmes de Haas en ce début d'année semblent cloisonnés. Pas comme avant où tout le team était problématique, j'ai envie de dire. Par les évolutions apportées, presque au doigt mouillé à certains moments, et par le bond en avant rapide qu'a fait l'écurie en quelques jours, Haas rassure et confirme quelque part sa bonne saison de 2024.
Le renouvellement du line-up semble apporter des effets positifs avec un Esteban Ocon tirant l'équipe vers le haut, malgré son actuelle irrégularité, et un Behrman très rapide, confirmant lui aussi les bons côtés observés l'an passé. L'émulsion est bonne en interne, et les points sont au rendez-vous avec déjà un top 5 de décroché. Ça reste encore un petit peu fragile, en témoigne Jeddah, mais il y a de quoi être ambitieux pour Haas, qui doit prendre une revanche, notamment sur Alpine. Là encore, une équipe difficile à juger par sa communication et par la gestion de son deuxième pilote. Depuis qu'il est arrivé à Abu Dhabi l'an dernier, Douane semble être sur un siège éjectable. La pression est grande et l'Australien peine à se développer dans cet univers toxique. Et pourtant, on a le sentiment qu'il pourrait faire bien mieux si l'équipe enlevait un petit peu de pression sur ses épaules. Ses accidents et sorties de route font mal, et l'écart avec Gasly n'est pas rassurant, et l'avenir de Jack est assez flou. Restera-t-il toute la saison ou sera-t-il remplacé? Soulignons une fois de plus l'incohérence de cette équipe qui a tardé à inscrire des points. Incohérence car si Alpine veut devenir un top team, il leur faut 2 très bons pilotes, et si Gasly confirme qu'il est prêt à jouer devant, j'ai du mal à voir en Douane, Colapinto ou en Aaron des cartes crédibles pour un Champions Project. Mais bon, c'est la faute du moteur, c'est bien connu. Bref, si Alpine veut devenir une équipe de haut de tableau, ça se fera avec 2 top pilotes, et je pense qu'ils doivent regarder ailleurs. Pourquoi pas tenter d'acquérir les services de Russell si ce dernier n'est pas conservé par Mercedes? Pourquoi ne pas tenter un Sainz, un pilote qui a déjà fait ses preuves? Bref, Alpine, toujours une énigme en 2025, même si au même stade, c'est mieux qu'en 2024. Mais pas nécessairement que 2023. Du côté de chez Sauber, c'est toujours difficile, même si les voitures vertes semblent moins larguées qu'en 2024. Encore en transition, difficile d'espérer un top 10 à la régulière, et c'est pourquoi l'opportunisme de Melbourne est précieux. La 7ème place de Nico Hülkenberg pour son retour à Enville a fait du bien, mais la suite immédiate nous a montré à quel point c'est difficile. À voir comment la nouvelle direction incarnée par Mattia Binotto et Jonathan Whitley va impacter la performance de l'équipe. Hülkenberg-Bortoleto, c'est un line-up intéressant et le Brésilien, très discret à cause de sa voiture, réalise un bon début de carrière. Battant quelquefois son expérimenté équipier en vitesse pure, le Brésilien doit continuer à prendre de l'expérience, mais il est encore trop tôt pour le juger. Bref, ce début de saison... Quoi? Je n'ai pas parlé d'Aston Martin? Mince. Ce début de saison 2025 est donc... Oui. Mais bon, que dire d'Aston Martin à part que ce n'est pas terrible? Il y a 2 ans, Alonso montait sur le podium à chaque course, et je suis surpris de voir à quel point cette équipe s'est effondrée. J'espère pour eux que les effets Newey vont se faire sentir, même si l'anglais ne devrait pas se pencher sur la monoplace de 2025. Une année à oublier donc. Concernant les pilotes, Alonso fait de son mieux, mais il y a tout de même des signes inquiétants. Le spectre de la retraite se fait sentir. Quant à Stroll, il a assuré des points au début, c'est bien, avant de retomber dans un anonymat total. Bref, ce début de saison 2025 peut être décevant par rapport à la deuxième partie de saison 2024, mais en F1, les choses peuvent vite changer, et la disposition des pions après 5 Grands Prix laisse tout de même de l'espoir. Une lutte au championnat et des challengers très proches, ça peut bel et bien donner une saison folle. Comme dirait l'autre, affaire à suivre. On arrive au bout de ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est rare que je fasse des débriefs actuellement, donc voilà, mais j'ai eu envie d'en parler, il y a eu pas mal de retours sur ces 5 premiers Grands Prix de la saison, donc voilà, j'ai eu envie d'en parler tout simplement. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne, merci beaucoup, mais je vous invite, comme d'habitude, à aller voir en description, il y a pas mal de liens, des liens pour vous procurer ce livre, ce roman, mon premier roman Mezzarino à Contretemps, un projet de 2 ans, ça permet de soutenir la chaîne, les premiers retours sont très bons, donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir quand vous envoyez les photos où vous avez reçu le livre, c'est assez bizarre, je dois vous dire aussi. Mais bref, le lien pour vous procurer, ils sont en description et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine, des bisous.